3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Benoît Pelloual, stratégiste chez Vega IM. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Cyriac Dayan de nous accompagner également. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS. Quel début d'année ? Commentaire libre sur ce début d'année très dynamique pour les marchés d'actifs risqués, notamment, Sophie. On a corrigé de manière justifiée une partie du pessimisme qui était légitime il y a encore quelques mois. Les choses évoluent rapidement, en Europe notamment. Quand on regarde les niveaux de marché déjà atteints, est-ce qu'on est simplement dans la correction d'un excès de pessimisme ? Est-ce qu'on est déjà au-delà, dans l'anticipation de quelque chose de positif, voire très positif peut-être devant nous pour 2023 ? Alors ça a été très très vite, bien entendu, mais sur un marché qui a été marqué, comme vous le disiez, par un pessimisme extrême. Si on fait un bref diagnostic... on dira à défaut de prévision, à défaut d'une prévision, on se retrouve dans une configuration qui est bien meilleure que celle qu'on aurait pu craindre, avec une désinflation qui accélère aux États-Unis. On a vu aujourd'hui, donc dans la publication du PIB, Alix mentionnait le PIB, le core CPI quand même, le core PCI, pardon, qui est la mesure que surveille la Fed en fait pour mettre en place sa politique, qui est passé à 3,9%, première observation en dessous des 4% depuis le début de la poussée inflationniste. Donc, ce mouvement se poursuit. Deuxième élément, l'Europe ne connaît pas une crise énergétique majeure. L'Europe a effectivement souffert significativement de la hausse des prix, mais n'a pas de disruption d'activité, d'arrêt de l'activité liée à un problème énergétique. Donc cette problématique a été gérée de façon assez satisfaisante, vraiment. Et puis le dernier point, qui était vraiment cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, la Chine rouvre beaucoup plus vite que prévu. Donc on sort d'un scénario où les plus pessimistes voyaient une récession forte assez rapidement, à finalement un scénario non seulement de décélération de l'inflation et d'atterrissage en douceur de l'activité, avec des signaux de récession, oui, aux États-Unis, mais enfin une récession de plein emploi. Donc en fait, pour le marché, on a une configuration un petit peu, c'est le scénario boucle d'or. Bah oui. On revient dans une configuration plutôt favorable du point de vue des actifs, avec moins d'inflation, un peu plus que croissance attendue, et un pessimisme extrême, et des valos qui s'étaient dégonflés. Donc on achète. C'est tenable ? Alors, c'est une bonne question. Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'est-ce qui peut dérailler partant de là ? Alors, il y a deux choses. Vraiment, nous, aujourd'hui, on s'interroge sur deux sujets. La désinflation jusqu'où ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on ne va pas être rattrapé par la patrouille parce qu'il y a une désinflation, mais elle s'interrompt à un niveau qui est inconfortable pour les banques centrales ? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, par exemple, à descendre significativement en dessous des 4% aux États-Unis. Et puis la croissance. Là, le scénario, on en parlait hors antenne, le scénario, il paraît mirobolant, mirifique. Il est possible, effectivement, que l'activité, à un moment, décélère plus brutalement. Donc, ce sont vraiment, entre guillemets, les deux risques majeurs. Et puis après, il y a les risques pseudo-financiers qui pourraient être liés au quantitative tightening aux États-Unis, d'infrastructures de marché, etc. On n'est jamais à l'abri. Mais je dirais qu'entre guillemets, aujourd'hui, les interrogations sont de cette nature. Bon, votre analyse de la situation, Benoît, et effectivement, qu'est-ce qui peut dérailler partant de la situation qu'on constate aujourd'hui ? C'est vrai que le marché enlève très vite l'idée que l'inflation sera encore très durable dans le temps, que la croissance pourrait s'effondrer. Bon, est-ce que ce sont quand même des risques à considérer, même si la probabilité de ces risques a sans doute beaucoup baissé ? Alors, je ne sais pas si la probabilité de ces risques a réellement baissé. En réalité, je partage complètement le diagnostic de Sophie. D'un point de vue global, il y a ce soulagement d'avoir franchi le pic inflation. Et ça, c'est vraiment le soulagement pour l'ensemble des actifs risqués. Et c'est vrai qu'il y a ce changement de perception vraiment très notable à la zone euro. Pour le coup, là, on est dans une espèce de scénario un peu magique. Et on passe de la catastrophe quasi assurée à un scénario magique. Puisqu'au final, la zone euro était la zone vraiment à risque de répéter un scénario cata type années 70 avec ces problématiques entre les politiques monétaires et budgétaires. Et puis au final, coup de chance, la météo est nettement meilleure et le principal risque ne se matérialise pas. Et au final, on se retrouve avec quoi ? Une économie qui
potentiellement, on peut voir l'inflation corriger plus vite que prévu parce qu'il y a cette dimension matière première plus importante. Donc ça, c'est effectivement assez notable. Donc, par conséquent, un resserrement qui n'a peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Et en même temps, une croissance qui a été un peu stimulée par le côté budgétaire. Donc, il y a ça qui se met en place. On parle de combien de points de PIB ? En Allemagne, c'est 7 points de PIB. Alors en France, c'est 3. Alors après, en termes de valorisation, alors c'est vrai que le mouvement de marché depuis le début de l'année est assez notable, mais le marché n'est jamais allé pricer non plus scénario catastrophe. D'ailleurs, non plus, on ne l'a jamais joué. Le marché n'est jamais allé le pricer. Et aujourd'hui, le marché ne price pas non plus sur les niveaux actuels ce scénario Goldilocks. On est sur une sortie, enfin, on évite la récession, on est à 0 plus de croissance quand on regarde la valo des marchés actions. Donc, si ce scénario Goldilocks se matérialise, il y a effectivement un potentiel assez facile à aller chercher. Maintenant, je reste assez convaincu que l'histoire centrale, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est l'ampleur de ce resserrement monétaire. Qui, à notre sens, en tout cas dans notre scénario, a de bonnes chances de faire passer l'économie américaine en récession. Et ok, c'est une très bonne nouvelle qu'on évite la catastrophe énergétique en zone euro. Je doute qu'on parvienne à surnager si l'économie américaine passe en récession. Et je pense que c'est vraiment ça le sujet central. Ça reste le risque lié au resserrement monétaire. Et on n'a pas encore vu le plein effet de ce choc monétaire infligé par la Fed en 2022 jusque peut-être au mois de mars 2023. Il y a peut-être encore deux petites hausses de taux de 25 BP pricées. Et le plein effet de ce choc-là, on ne l'a pas encore vu dans l'économie. Est-ce qu'on le voit même dans les chiffres du 4e trimestre ? En réalité, non, ça commence à peine. En réalité, si on regarde historiquement ce qui se passe, en général, quand la politique monétaire devient restrictive, donc grosso modo, quand les courbes de taux commencent à s'inverser, c'est 7 à 9 mois plus tard que l'activité commence à se contracter. Si on regarde les temps de passage historiques, on est pile poil dedans. On est exactement, les ISM passent en négatif en novembre, et donc grosso modo, on est exactement là-dedans. Le problème qu'il faut garder en tête, toujours sur ces moyennes historiques, le point bas de l'activité, généralement, il est encore 7 à 9 mois plus tard. Donc, effectivement, il y a ce soulagement lié à l'inflation, mais attention, puisque cette année, on va devoir gérer les conséquences du freinage de l'économie, qui est la principale conséquence de ce resserrement monétaire qui a déjà effectué, qui est vraiment majeur dans l'histoire, et qui va vraisemblablement se poursuivre, peut-être pas au même rythme, mais il va se poursuivre. Donc nous, effectivement, ce qui nous inquiète, c'est cette configuration. Juste un dernier chiffre, mais si on regarde les swaps d'inflation aux États-Unis, en zone euro, ils vous disent qu'on revient à 2% d'inflation, grosso modo, dans 12 mois. Si on prend le pic inflation, ça voudrait dire que, grosso modo, l'inflation, en moins de 2 ans, perd 6 à 7 points. C'est bien simple. Historiquement, c'est jamais arrivé en dehors de la crise de 2008 et des années 80 et du scénario Volcker. Donc, je veux bien entendre que les scénarios catastrophes soient pas les plus probables et c'est pas du tout ce qu'on joue. Mais penser qu'un tel resserrement monétaire sera quasiment sans douleur sur l'économie et que ça permettra d'éviter un passage en récession, ça nous semble un petit peu trop optimiste. Donc encore une fois, nous, on pense qu'on ne fera pas l'économie de ce passage en récession. Ce n'est pas la catastrophe, mais effectivement, ça fait partie c'est le passage obligé de cette année. Cyriac, vos commentaires, on a déjà fait un peu le tour de l'analyse de la situation, et puis cette grande question sur l'économie américaine. Encore une fois, quand on voit le chiffre global de la croissance au 4e trimestre, plus 2,9%, avec des dépenses de consommation quand même très solides, un revenu disponible réel qui accélère à plus de 3% au 4e trimestre, quand il progressait seulement de 1% sur le 3e trimestre, et des inscriptions hebdomadaires au chômage à moins de 200 000 sur la semaine écoulée, on n'a pas l'impression d'écrire une économie pré-récessionniste. Non, ça c'est clair. Enfin, le problème en fait, c'est que beaucoup de modèles ou beaucoup de prévisions sont basées, ou en tout cas intègrent en grande partie la question du chômage, du taux de chômage. Et c'est vrai que historiquement c'est quelque chose qui fonctionne. Mais on a eu quelque chose qui s'appelle le Covid qui est passé par là en 2020 et qui a un peu détraqué le système au niveau vraiment du taux d'emploi, du chômage. Je vais prendre 2 exemples simples. D'un côté, les personnes entre 60 et 65 ans aux États-Unis sont en grande partie sorties du marché du travail avec le Covid et ne sont pas revenus. Donc ça, c'est une manque de main-d'œuvre qui est importante. Et aux États-Unis, le taux d'emploi sur cet âge-là est quand même assez important. Deuxième chose, Trump et finalement Biden n'a pas vraiment changé la donne, a limité fortement l'immigration. Donc on estime qu'il y a à peu près 5 millions de travailleurs qui manquent aujourd'hui aux États-Unis. Et ces gens-là qui ne travaillent pas, finalement, ils créent un biais sur le taux de chômage. Et c'est pour ça que le taux de chômage n'est peut-être pas le meilleur indicateur si on veut prévoir la récession aux États-Unis. Mais il faut être clair, aujourd'hui, sur les États-Unis, on peut être dans des logiques de prévision, de choses comme ça.
on est un peu perdu quand même, parce que je vais prendre 2 exemples très simples. Vous prenez un modèle de la fête de Saint-Louis, qui est un modèle basé uniquement sur la macro. Vous lui demandez à 12 mois est-ce qu'on va être en probabilité de récession aux États-Unis. La probabilité, elle est de 1% aujourd'hui. Vous regardez la même chose sur un modèle qui est basé sur la courbe de taux, qui est produit par la Fed de New York. Il vous dit que la probabilité de récession, elle est très élevée. Donc, d'un côté... Plus que 50 ? Plus que 50. Donc d'un côté, on a un modèle de courbe de taux qui nous dit quelque chose, et d'un côté, la macro ne suit pas. Et c'est un peu cette histoire qu'il va falloir régler en 2023. Mais de mon point de vue, en fait, récession ou pas, j'ai envie de dire, c'est un truc d'économiste. Mais le marché ne s'intéresse pas à ça. Le marché s'intéresse à ce qu'on peut avoir une récession profonde. Et à ce niveau-là, moi, je trouve que dans les indicateurs, on a eu quelques mauvais indicateurs en décembre au niveau macroéconomique aux États-Unis. Et je trouve que la surprise, c'est que les mauvaises nouvelles viennent des États-Unis et ni de Chine ni de la zone euro. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une surperformance de ces zones-là par rapport aux actions américaines. Mais ça ralentit plus que ce qu'on pouvait penser. La Fed a tapé très fort en montant les taux de 400 points, plus de 400 points. Ouais, 425 pour l'instant. En 2022, ce qui est du jamais vu depuis 70. Néanmoins, on n'a pas d'indicateur de mon point de vue qui nous dit on rentre dans une récession très profonde à la 2008 ou à la 2020 où on va aller taper vraiment des chiffres très très bas en termes d'activité. Et donc si on a une récession modérée, light, on appelle ça comme on veut, le marché finalement avec les niveaux de valorisation actuels, je ne sais pas s'il est capable de l'encaisser au cours actuel, mais ça ne joue à pas grand-chose. Et du point de vue de l'inflation, ce qu'on observe alors sur l'inflation énergétique qui s'effondre, toute la partie Covid de l'inflation qui a été complètement corrigée, donc il y a quand même l'idée qu'une partie de cette inflation était transitoire, je ne rouvre pas le débat là-dessus, mais voilà, les prix du fret se sont effondrés, les véhicules automobiles, etc., tout ce qu'on a suivi pendant le Covid, tous ces indicateurs de l'inflation Covid sont revenus totalement à la normale, voire certains sont déjà dans des zones déflationnistes d'une année sur l'autre. De voir cet effondrement de cette partie de l'inflation avec le choc monétaire infligé par la Fed, ça pourrait ne pas être suffisant pour taper l'inflation cœur. Alors, sur l'inflation cœur, il faut bien voir qu'il y a 2 moteurs qui sont vraiment inflationnistes. C'est les salaires et l'immobilier. Alors, ce que les Américains appellent le loyer fictif, il faut avoir en tête que les Américains utilisent un modèle, il n'y a qu'eux qui utilisent ça, ils intègrent l'immobilier via des loyers fictifs pour estimer un peu l'évolution de l'immobilier dans l'inflation, ce qui est plutôt intelligent. Un loyer fictif que personne ne paye. Que personne ne paye. Je veux dire, c'est une estimation. Voilà, c'est une estimation pour montrer la différence entre l'indicateur statistique et le coût de la vie réel quotidien des gens. Exactement. Et l'idée, ce qui peut se comprendre, c'est que contrairement à l'Europe ou à d'autres pays où finalement ce qui se passe sur l'immobilier n'est pas inflationniste, et on peut en débattre, est-ce que c'est pas une aberration, les Américains ont créé ce système. Sauf qu'il est compliqué en termes de méthodologie, parce que si personne ne le fait, c'est aussi parce que c'est très compliqué. Et on sait que l'immobilier aux États-Unis est en train de baisser significativement en termes. Si vous regardez tous les indicateurs immobiliers, s'il y a un point noir aux États-Unis, c'est l'immobilier qui est vraiment en train de baisser, pour une raison simple. Les hausses de taux sont extrêmement violentes aux États-Unis. Et ce qui a impacté le premier, c'est l'immobilier. Quand vous avez des mortgages et taux hypothécaires qui passent de 3,5 à 7, il n'y a pas de secret. Pour le coup, ça fonctionne très bien. L'immobilier tombe. Mais quand vous regardez ce que vous dit l'inflation, la composante immobilier de l'inflation, ça continue à progresser là. Et ça, on sait qu'en 2023, ça va se retourner. Et ça, c'est très important. Donc, on a un moteur immobilier qui est, pour le coup, qui va provoquer une baisse de l'inflation et qui ne fonctionne pas pour l'instant. Après, je rejoins tout à fait ce que disait Sophie. Sur le débat, c'est est-ce qu'on va aller à 4 ou à 2 ? C'est ça, parce que le 4, on est tous d'accord qu'on va y aller. Mais Corps PCE 3,9 sur le 4e trimestre. Mais la question, c'est est-ce qu'on va aller beaucoup plus bas ? Et finalement, au vu de ce que nous disent l'immobilier et les salaires, il faut avoir en tête que les salaires, si on regarde la Fed d'Atlanta qui publie un bon indicateur, ça commence à se retourner. C'est très haut en absolu, mais ça se retourne. J'aurais tendance à dire que finalement, il y a quelques petites lumières vertes qui s'allument même du côté de l'inflation corps, ce qu'on n'avait pas encore il y a 3 ou 6 mois. D'où la réaction, quand on regarde les courbes de taux américaines, on anticipe déjà des baisses de taux de la Fed au 2e semestre. Le marché, en tout cas. On pourra revenir sur ce pricing de marché, effectivement, mais dans le tour d'horizon macro, je voulais qu'on dise un mot de la Chine et de la place de la réouverture chinoise, justement, dans la dynamique macro qu'on peut attendre pour 2023, Sophie. Ça va vite, c'est brutal. La réouverture, la fin du zéro Covid a été brutale, mais la peur du virus semble désormais dépassée et on est vraiment dans la phase de soulagement du point de vue du consommateur chinois. Oui, alors déjà parce que les hospitalisations graves se sont écroulées.
par rapport aux précédentes vagues. Selon l'Office donc chinois de la santé, 80% des gens auraient été infectés dans les dernières semaines. Donc, ça s'est diffusé extrêmement vite et avec une létalité, bien entendu, Omicron, beaucoup plus faible que les inquiétudes qui surnageaient. Donc ça se passe beaucoup plus vite en Chine. C'est vrai que ça a été une bascule très très brutale. Et là, donc on est en pleine fête chinoise, la fête du jour de l'an, qui est traditionnellement une fête où les Chinois visitent leur famille et voyagent dans tout le pays. Et, pour la première fois depuis 3 ans. Pour la première fois sans restriction. Sans restriction, aucune. Pour la première fois depuis 3 ans. Et ce qu'on voit, c'est donc les chiffres. Alors j'avais noté les chiffres parce que c'est très très impressionnant. Donc on a aujourd'hui, sur les 4 derniers jours, on a eu 24 millions de voyages jour, l'équivalent de 24 millions de voyages jour, contre 18,6 millions en 2022. Alors c'est un très grand pays, donc il y a beaucoup de monde. Ouais. Et donc c'est bien supérieur. On a la vraie référence, c'est quand même 2019. Absolument, Sophie. absolument. Mais oui. aujourd'hui, on a des entrées box-office cinéma qui sont supérieures à 2019, donc aussi un reflet de la consommation des ménages, de cette capacité à consommer un petit peu de l'épargne excédentaire qu'ils ont accumulée pendant cette période. Les voyages à l'international sont multipliés par 4 par rapport à l'année dernière. On en parlait hors antenne. Mais oui, il y a des Chinois en métro, des Chinois de Chine continentale. Donc les Chinois reviennent progressivement. Les premières destinations, bien entendu, c'est Singapour, c'est le Japon, c'est Hong Kong, c'est Macao. Mais ça commence, ça s'ouvre, ça repart. Donc ça, c'est un élément extrêmement significatif. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect demande locale. Bien entendu, donc il y a eu une constitution d'épargne absolument colossale, puisque l'épargne des ménages a été multipliée par 2 en l'espace de 2 à 3 ans. Ouais. Alors, dans cette constitution d'épargne, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu différent de l'Europe ou des États-Unis, puisqu'on a eu des phénomènes comparables avec le Covid. Même s'il y a eu moins d'aide en Chine, c'est un problème de répartition. C'est-à-dire que la répartition est quand même plus en faveur des ménages les plus aisés. Donc la revanche ressemble plus à LVMH. D'ailleurs, on l'a largement vu dans les chiffres du LVMH. Donc la revanche, tout le monde parle de revanche du consommateur chinois, il y a cet effet distribution. Ouais. Bon. Mais quand même, la diffusion, elle s'est faite, mais disons que c'est plus favorable aux ménages les plus aisés, donc ceux qui viennent en vacances en France, notamment. Donc il y a eu ces effets-là. Après, il y a les grandes questions qui vont se poser de l'impact de cette réouverture sur nous, hors LVMH. Donc il y a la question du pétrole. Ça peut, en fait, une des premières inquiétudes que moi j'ai entendues, c'est mais finalement, la Chine rouvre, ça va être horrible. Nous, ce qui nous embête, c'est l'inflation des matières premières. Et donc, s'ils se remettent à voyager autant qu'ils le faisaient avant, il va y avoir une explosion du prix du pétrole. À travers la consommation de kérosène et des vols internationaux ? De déplacements d'une façon générale. Les Chinois qui sillonnent la Chine en voiture, qui prennent l'avion, qui truc, qui machin. Ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. C'est qu'il y a pas mal de gens qui s'étaient positionnés sur cette idée que finalement le pétrole, or le pétrole reste extrêmement sage. Et ça, je pense que c'est lié en partie au fait que le pétrole est un actif réel, qui répond à la demande. Et aujourd'hui, on n'est qu'au tout début de la reprise de la demande chinoise. Donc si on doit avoir un effet pétrole, c'est d'ici 2-3 mois, où là, on peut vraiment, à un moment, voir une accélération, un peu une reprise du prix du pétrole, qui, bien entendu, pourrait se remanifester d'ici 2-3 mois. D'un point de vue touristique, donc on a vu, bien entendu, un bénéfice, mais surtout d'abord pour les pays limitrophes, la zone Asie. D'une façon générale, une impulsion qui va être plus positive pour la demande industrielle, pour la production automobile, etc. Avec en premier lieu, bien entendu, pareil, un effet qui est relativement circonscrit à la zone Asie, mais d'une façon générale, un bénéfice qui va se diffuser. On est passé d'anticipation de croissance en Chine à environ 4,8% en fin d'année dernière à 5,2%, ce qui reste un niveau modéré, puisque le régime de croissance de la Chine était bien supérieur. Mais notre compréhension, c'est que ça n'est pas non plus l'objectif du gouvernement d'avoir une accélération trop forte. Maintenant, si on remet ça dans le contexte de ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis, c'est probablement très sous-estimé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des trimestres de croissance à 2 chiffres, de façon évidente. Voilà, donc ça c'est un petit peu un panorama un peu rapide. Du point de vue de l'investissement, il y a des choses à faire.
On y reviendra, mais sur l'effet de diffusion de cette réouverture sanitaire en Chine. Et on comprend que c'est le moteur de la consommation qui va être quand même le principal driver peut-être de cette accélération de la reprise économique en Chine, Benoît. Mais de services, ce qui est essentiellement local et domestique. Ouais. Et c'est pour ça, je sais que tout le monde... Sophie présentait ça comme cherry on the cake. Je pense que c'est pas beaucoup plus que ça pour le reste du monde en réalité, parce que, encore une fois, ce qui a eu beaucoup d'impact dans le monde, à la fois sur l'inflation, sur la croissance, c'est le confinement, plus que les réouvertures. C'est parce qu'on a complètement une distorsion énorme dans ce qu'on a consommé, qui s'est orienté massivement sur les biens, et c'est ça qui a entraîné les matières premières, qui a fait... et ensuite, bien évidemment, les réouvertures, parce qu'on avait cette épargne créée, les chèques, etc. Là, déjà, sur ces chiffres d'épargne, il y a aussi, et Sophie a raison de montrer la distribution vers les gens les plus aisés, c'est qu'il y a une réallocation aussi de tout un tas d'investissements qui n'ont pas été très fructueux, notamment dans l'immobilier, etc., qui constituent en bonne partie cette épargne. Et apparemment, les chiffres sont finalement pas si astronomiques que ça en termes d'épargne. Mais quoi qu'il en soit, cette revanche du consommateur chinois, il y a quand même de fortes chances, comme c'est essentiellement lié à de la réouverture, des services ce soit extrêmement local, ce qui est déjà moins inflationniste, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en l'occurrence, mais ça va surtout nourrir la consommation, enfin l'économie locale, par effet de ricochet ce qu'il y a autour. L'Europe en profite et effectivement, à travers cette composante où en Europe on est plus exposé, plus sensible, à la Chine, bien un peu sûr. plus sensible. Donc je pense qu'il y a aussi en partie cet effet-là qui soutient justement les marchés européens et le fait que ça surperforme par rapport aux autres. Donc voilà, mais de là à voir l'économie chinoise qui puisse éviter ce scénario de freinage global, etc., ça me paraît un peu compliqué. Les seules fois où l'économie chinoise a réellement tiré le monde de l'ornière, c'est quand il y a eu des programmes de relance massifs. Ouais. Là, c'est une réouverture, c'est pas tout à fait la même chose, ça n'a pas les mêmes effets, c'est pas sur les mêmes biens. Ouais. Donc voilà, nous on le voit plus comme un effet secteur spécifique qui profite plutôt à l'Europe. Et effectivement un petit supplément, mais qui change pas fondamentalement l'histoire. Un mot peut-être de la microéconomie, alors sans être forcément spécifique, mais on a déjà une première salve de résultats. Bon, il y a eu les bancaires américaines, on est dans la séquence un peu tech, avec la partie hard tech, semi-conducteurs, il y a eu Microsoft également, la conso avec LVMH ce soir. Quels sont les messages un peu globaux qu'on retire à ce stade de la performance opérationnelle des grands groupes côté Cyriac? Bon, on va se concentrer plutôt sur les États-Unis, parce que c'est quand même là où on a. Alors, il faut avoir en tête qu'il y a à peu près 20% de la cote, donc c'est-à-dire 100 boîtes sur 500, donc c'est encore pas tout à fait représentatif, parce qu'on a des biais sectoriels qui vont être encore importants, mais ce qui a déjà publié, le message, c'est qu'il n'y a pas de catastrophe. Et ça reboucle un peu avec notre discussion macro initialement, c'est-à-dire que si on rentre dans une récession profonde, quelque chose de dur, la croissance des bénéfices, elle va être légèrement négative aux États-Unis quand on suit ce que nous disent les boîtes. Le consensus est à -2. Peut-être, en général, il y a toujours une petite surprise positive, mais voilà, on va tourner dans ces eaux-là. On n'est pas à -2, on est à -15, -20. Et c'est pas du tout ce que nous disent les boîtes. Alors certes, il y a des petites déceptions. On voit Microsoft dans son discours. Enfin, il y a quelques éléments. Les banques étaient peut-être un peu plus inquiétantes parce que il y avait une volonté finalement de mettre un peu d'argent de côté en se disant ça va peut-être être moins bon au niveau macro dans les prochains mois. Donc dans le discours macro, j'ai trouvé les banques un peu plus inquiétantes aux États-Unis. Au niveau de la tech, finalement, je trouve que pour l'instant, ça sort à peu près en ligne. Et puis si vous sortez un peu de ces deux gros secteurs sur lesquels on va se concentrer, parce que c'est les gros, parce que voilà, mais ce que je trouve toujours intéressant, c'est plutôt de regarder l'ensemble, la médiane, la moyenne, et d'avoir une vision beaucoup plus large. Le message pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de catastrophe sur le résultat des entreprises américaines. Et ça justifie finalement une forme... comme il n'y a pas de catastrophe, le marché se dit, on peut continuer finalement à jouer notre scénario qui est de se dire, la croissance des bénéfices, si vous regardez sur 2023, les prévisions des analystes, c'est qu'on a le pire trimestre là, sur le Q4 qui vient d'être publié, qui est -2, et puis derrière, ça rebondit avec un... Déjà, le momentum est censé repartir. Le Q1, on repasse positif, le Q2, on repasse très légèrement négatif, Q3, Q4, alors je ne vous parle pas de chiffres à 10%, 15%, mais on repasse Q4, on est à 5, à 7, à 8% de croissance des bénéfices. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans ce scénario-là, un peu ce qui est joué par le marché, alors est-ce qu'on a tort ou pas, on peut en discuter, mais en tout cas ce qui est joué par le marché, ce qui est confirmé, ce qui explique d'ailleurs que même le S&P est un peu en retard, mais il est quand même positif depuis le début de l'année, ça réagit globalement plutôt bien sur cette saison de publication, parce qu'il n'y a pas de catastrophe.
Ouais, quelques commentaires là sur ces premières publications micro, Benoît. Aux États-Unis, ce qui va être super intéressant pour rebondir sur ce que disait Cyriac, c'est notamment pour avoir un peu plus de visibilité sur le marché du travail. Il y a quand même beaucoup d'annonces de sociétés qui allègent un peu leur masse salariale. Donc pour l'instant, c'est pas trop représentatif parce que c'est que la tech en réalité. Mais c'est là où ça va être intéressant parce qu'on voit qu'aux États-Unis, on est dans l'exercice habituel quand l'économie freine. On déforme largement la valeur ajoutée en faveur des profits, ce qui sont grosso modo ceux qui le font le mieux, sont les États-Unis. Et donc très clairement, pour le moment, c'est vrai que c'est pas forcément représentatif parce que c'est essentiellement la tech et que dans la tech, on a beaucoup embauché. C'est le secteur qui a été un peu protégé du Covid. Il n'y a pas eu cette nécessité de faire revenir les gens au travail. Ils ont tous fait du télétravail, ça s'est bien passé. Et donc là, on se sépare assez facilement de cette masse salariale et on va pouvoir déformer la valeur ajoutée. Ce qui va être très intéressant pour le marché du travail, c'est de voir les autres secteurs. Voir si effectivement cette théorie post-Covid où les entreprises américaines finalement vont être réticentes à se séparer de leur masse salariale pour protéger les profits comme elles le font d'habitude parce qu'elles ont vu que c'était très difficile d'en retrouver parce qu'il y a eu des pénuries, on va peut-être en avoir quelques indices avec cette saison des publications. Et donc sous cet angle-là, nous, on va être assez attentifs. Il y a quand même des signaux faibles d'une dégradation du marché du travail. Ah oui. Même si on a des créations d'emplois, etc. Encore une fois, le marché du travail, il est c'est late cyclical et quand ça bouge vite. Historiquement, les taux de démission se sont retournés. Ceux qui considèrent que c'est difficile de trouver un job par rapport à ceux qui considèrent que c'est facile, même chose, ça s'est retourné dans l'autre sens. On voit que dans ces créations d'emplois depuis plusieurs mois, en réalité, c'est des gens qui multiplient, qui cumulent des jobs plutôt que des vraies créations d'emplois. Tout ça, c'est compatible avec ce qu'on voit dans les publications de résultats. C'est-à-dire, on disait le travail intérimaire aussi en train de se tasser un peu, la demande pour le travail intérimaire. Je pense que cette saison des publications elle est vraiment intéressante sous cet angle-là. On va voir quel impact ça va avoir sur le marché du travail. Pour l'instant, c'est la tech, ça fait un peu les gros titres, mais c'est pas forcément représentatif. C'est le reste des boîtes là-dessus où ça va être vraiment, je trouve, intéressant pour juger de l'ampleur du freinage. Et dans un marché en déficit d'offres de travail, comme l'a rappelé Cyriac, mais ce qu'on n'a pas vu peut-être depuis des générations. Pendant 20 ans, en tout cas 2020, il y a plus d'offres de travail, toujours un peu plus d'offres de travail que de demandes de travail. Là, c'est complètement renversé. On peut imaginer quand même que la fonction de réaction de certaines entreprises, dans certains secteurs, sera un peu différente, justement. C'est ça, c'est justement ce qu'on va suivre. Ça va être très intéressant de regarder ça. Il y a cette théorie de dire que les entreprises, finalement, vont se comporter totalement différemment de l'histoire, qu'elles ne vont pas ajuster spécialement. Donc là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que les profits des entreprises... Oui, ça pince les marges. C'est aussi très intéressant d'un point de vue valorisation relative entre les US et la zone euro, par exemple, parce qu'on parle de rattrapage de la zone euro. On a 27% de décote de PE par rapport aux États-Unis. C'est toujours quasiment le plus haut historique. Oui, ce que j'allais dire, c'est le niveau whatever it takes quand Draghi sauve la zone euro. Donc c'est pas rien comme décote. Et il faut avoir en tête que structurellement, cette prime qu'ont les États-Unis, c'est lié à cette capacité à couper les coûts beaucoup plus facilement. Flexibilité. Donc est-ce qu'elle va être au rendez-vous ? Justement, c'est très intéressant. Évident, cette de résultats, cette saison des publications. Bon, licenciement dans la tech, oui. Et alors, je sais pas, on est à quoi, 200 000, peut-être un peu plus de 200 000 licenciements. C'est ce que crée encore l'économie américaine en un mois. C'est surtout que, en fait, au moment du Covid, la plupart des boîtes de tech ont doublé entre le moment du Covid et maintenant, doublé leur headcount, voire plus. Google, passer de 100 000 à 200 000 en 4 ans. On est en train de... on parle de géants. Et ils licencient 10 000 personnes. Donc on est voilà. Donc c'est de ça dont on est en train de parler. On est en train de parler de 200 000 personnes avec des jobs, donc des ouvertures de postes qui sont à 10,5 millions encore, qui ont certes rebaissé, mais qui sont encore très très au-dessus du niveau de 2019. Alors là où je rejoins Benoît, c'est que c'est pas forcément un signe indicateur de ce qui va se passer parce qu'effectivement, le marché de l'emploi, c'est toujours le dernier indicateur qu'on voit se dégrader. Mais quand même, là, il se passe effectivement quelque chose d'assez important du point de vue de l'emploi. Et l'ajustement des entreprises, peut-être les entreprises vont être effectivement plus prudentes dans leur politique de licenciement, mais à la fois, elles sont encore dans une configuration où, grâce à l'inflation, elles ont pu monter leurs prix. Même quand elles n'en avaient pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un certain nombre d'entreprises, et on le voit bien dans les marges. Et alors que le prix des entrants s'effondre, les prix de sortie, de vente, eux, sont maintenus. Et donc, du coup, elles font... Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'elles ont une capacité d'absorption. Donc, ce qui pourrait être perçu comme un relatif manque de flexibilité lié à la tension du marché du travail, va être plus facilement absorbé cette fois-ci. Après, si ça dure plus longtemps, les questions évoluent. Mais ça, effectivement, ça peut être coûteux à un moment quand même sur la marge.
Et c'est un risque peut-être pour le marché et la valorisation d'un marché comme le marché américain. On est, oui et non, enfin, on est sur des niveaux de marge anormales. De toute façon. C'est-à-dire que le marché intégrait déjà le fait que les marges doivent se normaliser. À la rigueur, on est surpris qu'elles ne se normalisent pas plus vite. On a eu, avec le Covid, une explosion de la rentabilité, mais vraiment qui était très Certains économistes disent que ce n'est pas une spirale prix-salaire, c'est une spirale prix-profit. Voilà, exactement. Une spirale, c'est très bien trouvé, parce que c'est vraiment ce qu'on a observé. Donc, de toute façon, on attend une normalisation des marges. Donc, c'est déjà quelque chose que le marché a intégré. Donc je ne pense pas que le problème soit réellement là. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de politique banque centrale, qu'est-ce qui nous attend, est-ce que l'inflation vraiment continue à se dégonfler ou pas, et du coup, bon, nous on est quand même vraiment dans l'idée, de toute façon on est déjà, aux États-Unis en réalité on est déjà probablement en récession, hein. On a un certain nombre d'indicateurs, là, au moins une récession industrielle, alors tous les soft data, donc les enquêtes, etc., la plupart se sont déjà beaucoup dégradées, les données réelles, un certain nombre de données réelles se sont déjà aussi beaucoup dégradées. Donc, on a vu cette même dégradation en Europe à l'automne des PMI manufacturiers qui corrigent à vitesse grand V, l'IFO, etc. On a une consolidation. Parce que le sentiment varie. Mais on a une consolidation de l'économie qui est une forme de normalisation. D'accord. Et c'est ça, vous le disiez très bien. On est dans ce post-Covid, qui est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à appréhender. Et ça fausse la lecture de beaucoup faut voir les dépenses de consommation, il faut regarder les trajectoires. Voilà. On est au-dessus des trajectoires qui étaient prévues, par exemple, par le CBO en 2020. On est au-dessus de ce qu'on attendait 2 ans plus tard, à partir de 2020. Hein. Mais voilà, mais quand on achète les marchés, on achète les entreprises, et les entreprises vont très bien. Ouais. Donc, un stratégiste me rappelait que chaque fois qu'on a eu des destructions d'emplois sur un mois, la Fed a baissé les taux. Alors, en général, on avait regardé, on avait fait l'exercice. La Fed a baissé ses taux à chaque fois quand le taux de chômage remontait, et en général, il remonte très rapidement. C'est-à-dire que à chaque fois, ça s'est fait quand on prend 1 à 2 points sur le taux de chômage en l'espace de 3 mois, quoi. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que j'évoquais des signaux faibles, parce qu'on n'est pas encore dans cette configuration, ce qui nous laisse à penser justement qu'il y a encore de la marge et que la Fed va continuer de resserrer sa politique monétaire. Le job n'est pas fini, tant qu'on n'a pas justement une dégradation un peu plus marquée justement du marché du travail. Et je pense c'est là où effectivement on peut vite fait être surpris, et c'est là où les banques centrales perdent le contrôle, c'est que ça va très vite. En général, c'est 1 ou 2 points sur à peine 3 mois. Mais de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant de voir la Banque du Canada qui vient d'annoncer une pause pour justement dire voilà, on a remonté de 400 et quelques points de base. On va regarder ce qui se passe. Et on n'est pas très loin de ce point-là aux US, honnêtement. Et pour l'Europe, c'est la Norges Bank qui nous a envoyé le signal aussi d'une pause à la frontière de la zone euro. Bon, sur le plan de l'investissement, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant que, je disais, les objectifs des stratégistes sur le stock 600, en moyenne, c'est 450. On est déjà au-dessus pour les actions européennes. Alors après, il y a d'autres classes d'actifs, effectivement, mais bon, les spreads se resserrent aussi très vite, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand le marché va aussi vite, Cyril ? Alors, nous, sur les actions, on est globalement neutre, avec toutefois une préférence, on l'a cité, sur la Chine. Ce qui se passe en Chine, de notre point de vue, c'est vraiment un game changer. Et 40-50% de hausse, c'est possible. Franchement, on vient de le voir déjà. Sur la MSCI China, ça a repris 50% depuis octobre ou novembre. Hein. Mais là, on parle de MSCI qui inclut Hong Kong. D'accord. Moi, de mon point de vue, je rejoins complètement ce qu'on disait. Là où vraiment ça va, il y a une tendance d'inversion, enfin une inversion vraiment structurelle qui n'est pas encore pricée, c'est la Chine continentale, c'est le CSI 300, c'est vraiment acheter ces boîtes-là qui vont vraiment en profiter. Et donc, ça s'éloigne un peu du MSCI China qui a un mélange de plein de choses très différentes. Notre call à nous, notre positionnement positif, elle est sur la Chine continentale. Donc, sur les actions, de notre point de vue, une forme de neutralité globalement. Donc, ce n'est pas une vision négative du tout, même à ces niveaux-là. Mais voilà, il y a quand même des choses qui ont été positives. Il faudra plus pour faire monter beaucoup plus le marché au niveau global. Par contre, en Chine en particulier, il y a vraiment une histoire spécifique qu'on peut jouer aujourd'hui. Donc ça, c'est au niveau des actions, c'est notre positionnement. Là où on a une surexposition, c'est sur le crédit, et ce que j'appelle le crédit high bêta, donc c'est-à-dire les subordonnés bancaires, le high yield, le corpo émergent. C'est ce triptyque-là. Pourquoi ? Vous avez encore du rendement entre 7 et 9%. Alors certes, on était fin décembre, on était peut-être entre 9 et 10. Donc on s'est resserré.
Mais entre 7 et 9%, pour nous, le coussin, il reste encore significatif. Et on est surexposé sur tout ce qui est crédit high beta. Parce que, en fait, il faut avoir en tête qu'on a retrouvé du portage sur des niveaux en absolu qu'on n'a pas connus depuis 10 ans. Donc c'est vraiment une vraie opportunité pour ceux qui sont capables d'accepter un peu de volatilité, de porter finalement ces obligations high beta. Vous n'avez pas une sensibilité, donc une duration très longue. C'est-à-dire que si finalement la courbe de taux bouge beaucoup, vous allez être moins impacté que si vous êtes sur une durée très longue en termes d'émissions, d'obligations. Avec du 3-5 ans, vous allez capter du 7 à 9%. Et ça, c'est vraiment un pari ou une vue qu'on a assez fortement dans les portefeuilles implémentés parce que c'est finalement le retour du moteur obligataire dans les fonds diversifiés qu'on n'a pas connu depuis 10 ans. J'entends. Et oui, effectivement, derrière cette logique de portage, oui, on considère que le risque de taux, le risque de spread est déjà bien intégré dans cette partie-là des marchés obligataires. Clairement, si vous regardez des taux les anticipations, enfin plutôt il faudrait en termes de taux de défaut qu'on ait pendant plusieurs années des taux de défaut de l'ordre de 8% pendant plusieurs années pour commencer à perdre de l'argent quand vous achetez des obligations qui ont 7 à 8% de rendement. Même en 2008, on n'a pas vu ça. Alors, ce qui était encore plus vrai, alors on parlait de valorisation sur les actions, c'est un peu moyen. Sur le crédit, c'est un peu moyen. Le signal n'est pas très clair. Oui, j'entends. Sur le crédit, c'était extrêmement favorable. Ça l'est un peu moins, mais ça le reste. C'était une opportunité assez évidente à un certain moment. À partir de septembre-octobre. Et il n'y avait même pas besoin de regarder vraiment finalement la macro, sauf si on était dans le scénario très sombre. Parce que, je vous dis, même si les choses allaient moins bien, vous avez un coussin tellement important qu'il y a une opportunité qui se représente tous les 3-4 ans sur le crédit. Toutes les crises ne sont pas 2008, le Covid. Non, mais le problème, c'est comme c'est à chaque fois qu'on a vécu des crises récemment, c'était quand même des crises majeures, mais toutes les crises ne sont pas forcément de l'ampleur de 2008, où, je sais pas, l'Allemagne fait moins 12% de croissance. C'est pour ça, à un moment, j'évoquais dans le scénario macro, on ne joue pas le scénario catastrophe, mais c'est vrai qu'il faut remonter au début des années 90 pour voir un scénario d'une récession normale. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Voilà, donc ça ne paraît pas hyper excitant, mais c'est une récession normale. Sur le plan de l'investissement, Benoît, comment on arbitre entre le momentum de marché quand même qui est là, qui est devant nous, et la réalité du moment, et ces risques qui continuent d'être devant nous, et peut-être la mauvaise appréciation de ce qu'on pourrait voir aux États-Unis au cours de cette année 2023, si c'est un risque effectivement. On a surtout piloté l'exposition marché à travers de la exposition, à travers tout ce qui est taux et histoire autour des taux. Donc en réalité, effectivement, un peu plus de duration. On a joué de l'investment grade parce que c'est vrai qu'en termes de valorisation, on intégrait déjà quasiment une situation de récession. Et sur les actions, alors c'est vrai qu'on a tendance à se montrer un peu plus prudent par rapport à ce rebond. On a bien profité du biais plutôt valeur de croissance qui profite justement, encore une fois, de cette histoire des taux d'intérêt et qui sont amenés pour nous à décroître au cours de l'année. Peut-être un peu plus de prudence aussi sur les small mid qui ont quand même très largement profité de la détente un peu inattendue des conditions de financement. Quand on regarde les indices de conditions de financement, ce qui est un peu, je pense, la dernière chose qu'a envie de voir Jérôme Powell, donc méfiance quand même sur le sujet. Les small mid en ont quand même assez largement profité. Où ça ? Aux États-Unis particulièrement ? En Europe aussi. En Europe aussi. Les small mid, c'est quasiment les top performers. Attention, nous dans notre scénario, ça reste quand même un passage en récession, immanquablement en plus lié à des conditions de crédit plus difficiles. Donc les small mid historiquement sont censés un peu souffrir de cet environnement-là. Donc voilà, on a tendance à revenir un peu plus prudent sur certains segments de ce type-là. Sophie, sur la partie investissement, et on peut repartir de la Chine, puisque vous le disiez tout à l'heure, et Cyriac abonde dans ce sens-là, il y a des choses à faire. On a eu plutôt tendance à acheter de la prime de risque un petit peu partout, c'est-à-dire qu'il y avait de la prime de risque dans les actions, dans le crédit. À ce point précis, on est quand même plutôt en train de racheter un peu de couverture. C'est-à-dire qu'on a racheté un petit peu d'obligataires américains parce que maintenant la corrélation, entre guillemets, a repris quelque chose de plus agréable en termes de couverture. C'est-à-dire qu'on peut à nouveau acheter du 10 ans américain en face des actions et ça baisse pas en même temps. C'est pour une logique de couverture. Mais dans une logique pure de couverture. C'est-à-dire qu'on peut on retrouve à nouveau de la couverture. Alors, on est moins à l'aise avec l'Europe. C'est vrai que sur les taux européens restent chers. La BCE n'a pas fini. C'est plus difficile, je trouve. C'est vrai que de prendre de la duration en Europe. Là. En Europe, ça reste plus difficile. On préfère les taux américains. Et puis, bien sûr, on aime bien l'Asie dans le sillage de la réouverture chinoise. Mais l'Asie d'une façon assez large, parce que finalement, c'est une dynamique qui s'étend aussi à ses voisins. Plus directement sur la Chine, on s'était d'abord exposé à la Chine.
Et puis après, on a élargi effectivement aux émergents au sens large. Donc on reste assez bien investi, mais c'est vrai maintenant avec une recherche de couverture. C'est-à-dire qu'on a commencé à ramasser un peu de couverture. Je ne partage pas le point de vue des small mid-cap. On est plutôt plus positif, notamment en Europe, parce que c'est une classe d'actifs qui a sous-performé massivement pendant plus de 3 ans et qui a continué à générer de la croissance. Donc avant, il y avait une prime des small mid-cap. Il y a une vraie décote là entièrement maintenant. disparue. Donc en fait, si dans un scénario où il n'y a pas effectivement il n'y a pas de récession marquée en Europe cette année, on pense que les small mid-cap finalement sont redevenus une proposition plus attractive. En Allemagne, notamment, je crois que l'indice mid-cap allemand. J'ai pas le chiffre de l'Allemagne. Je crois que le MDAX fait très bien depuis le début de l'année, parce que c'est vrai que je regarde souvent les indices small et mid à Paris. On a toujours ce retard sur la place parisienne. J'ai pas l'impression que les small et mid. Mais les cycliques, de toute façon, d'une façon générale, se sont mieux comportés, que ce soit les larges ou les small mid. Mais disons qu'en fait, il y avait quelque chose quand même de très particulier sur les small mid, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe. Un dégonflement vraiment de valeurs relatives qui était extrêmement fort, mais aussi lié aux questions de liquidité, de resserrement de taux, de machin. Bon, ça, et ça fait partie justement de la prime de risque qu'on cherche plus attractive. Je comprends. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier d'Orval Asset Management, Benoît Pelloual, Vega IM et Cyriaque Dayan, Sanso IS étaient nos invités en plateau.